IDFM 98 de la bande FM. Un au-delà du miroir ce soir avec deux femmes, Aline Peugeot et Valentine de Witt. On dit de Witt, Valentine? On dit de Witt comme wagon. Comme wagon. Et on dit Peugeot comme Peugeot. Comme les voitures, Joël. Alors on va parler d'un livre en auto-édition. Aline Peugeot, Au-delà de mon nom, mon chemin de larmes vers la lumière des âmes. C'est votre histoire personnelle, Aline. Et si Valentine est là ce soir, c'est parce que finalement, c'est à travers le père de Valentine, François de Witt, comme wagon donc de Witt, qu'un jour, vous l'avez rencontré, un jour vous avez commandé, Aline, un nouveau tapis de souris pour être dans de bonnes conditions d'écrire pour votre livre. Et le recevant le lendemain, vous êtes tombé par hasard sur une publication d'une amie médium qui relayait l'information de la parution du livre de cet homme intitulé La preuve par l'âme, dont la couverture était l'exacte image de votre tapis de souris. Très ouverte à ce genre de coïncidence, vous avez compris que ce livre devait retenir toute votre attention. Vous en avez fait part à l'auteur et alors après, racontez-nous la suite. Alors, j'ai contacté François de Witt qui a été très ouvert, très amusé par l'anecdote. J'ai raconté pourquoi j'arrivais, pourquoi il fallait absolument que je me précipite sur son livre. Et on a sympathisé tout naturellement, tout... Ça s'est fait d'une fluidité incroyable et quand j'ai appris au fur et à mesure le parcours de cet homme, j'étais de plus en plus admirative et j'osais de moins en moins lui parler parce qu'il était tellement prestigieux de par ses études, de par son intelligence, de par tout le parcours professionnel qu'il avait, que je me sentais de plus en plus petite et plus je me le sentais de plus en plus raccourcir, plus il me tirait vers lui. Et il me redonnait envie d'avancer, de continuer. Il essayait de me donner confiance en moi. Et un jour, j'ai osé lui envoyer ce que je venais d'écrire. Il l'avait lu et il m'avait fait une remarque qui m'avait fait sourire. Il m'avait dit que, certes, je n'étais pas Victor Hugo, mais qu'il fallait absolument que je continue cette aventure et que il allait rester à mes côtés pour suivre jusqu'au bout. Et il se chargeait du reste. Il me disait, écrivez, je me charge du reste. Alors, il vous a fait rencontrer Valentine quelque temps avant de partir, hein, Valentine. Quand est-ce que vous avez rencontré Aline? Moi, j'ai rencontré Aline, en fait, tout récemment, mais je l'ai rencontrée il y a un peu plus de 3 mois, 5-6 jours après le décès de papa. Mais papa m'avait parlé, en fait, d'Aline la veille de son départ. C'est-à-dire que j'avais déjeuné chez lui un samedi et il est parti un dimanche. Et le fameux samedi, il me parle d'une rencontre qu'il a fait sur Facebook, parce qu'il adorait les rencontres qu'il faisait sur Facebook. Il me dit, je m'éclate absolument, je rencontre plein de gens, des gens hyper sympas, mais tous très branchés, évidemment. Et il y avait cette fameuse médium qui écrivait son histoire et que papa semblait vouloir aider. Et c'est vrai que j'ai retrouvé Aline donc 5-6 jours après le départ de papa, parce qu'elle avait posté un commentaire sur le mur de papa à la suite de l'annonce de son décès. Et je sais pas comment expliquer, mais j'ai été attirée par Aline plus que par d'autres commentaires, et je suis rentrée en contact avec Aline en lui disant qui j'étais, et visiblement elle savait très bien qui j'étais. Enfin, pas qui j'étais, mais en tout cas elle connaissait très bien papa. Beaucoup mieux que ce que j'imaginais. Et là, c'est de là que notre amitié s'est faite, on va dire. Et puis très vite, on a beaucoup échangé et depuis, on dit qu'on est des sœurs d'âme. Et depuis le 26 décembre 2016, il n'y a pas un jour qui se passe sans que vous échangiez entre vous. Tout à fait. Donc c'est un cadeau que vous a fait votre père avant son départ. Exactement. Oui. Et d'ailleurs, ça nous arrive parfois de pas se parler et on se dit qu'on se manque. Même moi, je me dis, je suis pas sympa, je devrais lui parler, mais parfois il y a des moments où on est prise par des choses. Aline a été prise par son livre et parfois on a quelques jours d'absence et on le ressent. Tout à fait. En tous les cas, je pense que votre père était en train de finir un livre qui n'a pas fini, et je vous rappelle, comme je vous l'ai dit la première fois qu'on s'est rencontrés, que votre travail, c'est de remettre tout ça au propre pour continuer le travail de votre père. Mais je m'en ferai un grand plaisir. Pour la minute, j'ai également une activité qui me prend beaucoup de mon temps, mais c'est sûr que ça reste dans un grand coin de ma tête.
et que j'ai un jour hâte de pouvoir m'envoler en toute liberté pour ces cieux-là. Ne partez pas trop loin quand même. Non, non, non. Bon, donc le livre Au-delà de mon nom, vous le commencez d'une façon très bizarre, Aline. Vous dites: je suis l'arrière-petite-fille d'Henri Peugeot de la société Peugeot, Japy et compagnie, et je suis aux yeux de tous, comme le consacre l'expression populaire, né avec une cuillère en argent dans la bouche. C'est pas vraiment la réalité. La cuillère, elle était pas dans la bouche, elle était peut-être pas en argent, puisque vous avez été abandonné à l'âge de 2 ans, adopté à 5 ans par cette famille, que vous avez grandi sans l'amour que vous attendiez, avec un parcours de vie assez étonnant, puisque vous attendiez de vos parents adoptifs plus d'amour qu'ils ne vous en donnaient. En vérité, dans le livre, on voit quand même qu'ils vous aimaient à leur façon. En vous isolant du monde, ils pensaient vous protéger. Vous avez vraiment eu un parcours de vie étonnant, dont on va pas trop se rester dessus. Bon, vous avez fait plein de bêtises dans votre vie, comme on en fait, des plus ou moins graves. Vous pouvez en dire 2 mots? C'était des choix qui étaient des déductions de ce que j'observais. Comme j'avais pas vraiment de base solide, j'avais une éducation pas stable. J'avais une mère adoptive qui pouvait dire quelque chose un jour et le lendemain vous affirmer exactement le contraire. Donc j'avais pas d'acte d'équilibre. Et donc je me formais toute seule et je faisais mes choix toute seule, mon apprentissage toute seule. Et forcément, quand on n'est pas accompagné dans ses premiers pas, on fait pas forcément les bons choix. Alors je vais juste résumer pour ceux que ça intéressera. Donc votre parcours de vie a ensuite illustré un combat en vous faisant côtoyer tour à tour l'alcoolisme, une vie de SDF, la prostitution, la violence conjugale, et vous entraînant même dans des méandres de la folie autodestructrice. Donc c'est pour ça que la cuillère en argent, où elle vous est tombée de la bouche, ou c'est pas vraiment. C'est intéressant de voir que on peut se faire des préjugés sur les gens en fonction de leur nom de famille. Au-delà de votre nom, voilà, Aline Peugeot. Oui, c'est ça, tout à fait ça. Surtout ne pas juger les gens, ni sur leur apparence, ni sur leur nom. Le problème des étiquettes, des préjugés, parce que quand on juge comme ça, on sait pas le pourquoi du comment. Par exemple, j'avais un exemple tout à l'heure en venant. Maintenant, dès qu'il y a un petit vent, je suis obligée de mettre un bonnet parce que quand j'ai subi des violences conjugales, on m'a déchiré le tympan et on se moque de moi au printemps quand j'ai un bonnet sur mes oreilles. On se dit tu devrais mettre l'écharpe et les gants aussi. Mais au lieu de ricaner comme ça, essayez de savoir pourquoi j'ai un bonnet maintenant au printemps dès qu'il y a un petit peu de vent. C'est tout ce genre de démarche que j'essaye de dire, d'interpeller les gens là-dessus, parce qu'ils font du mal aux autres sans en apercevoir, en essayant d'être ironique, drôle, mais en face ça blesse la personne parce que ça lui rappelle tout un passé qui l'amène maintenant à avoir ce genre de démarche. Vous dites, oui, c'est ce qu'on appelle des sarcasmes. Vous dites que votre père était donc en fauteuil roulant quand même. Oui. Vous êtes tailladé au cutter, vous parlez de la jalousie que vous aviez envers le chien Tizi, puisque il était plus caressé que vous. Vous avez fait une tentative de suicide à 13 ans quand vous étiez en internat. Première grossesse en terminale. Oui. Vous vous en rendez compte à 5 mois et demi. Et vous avez eu quand même 3 enfants à 10 ans d'intervalle, donc c'est pas mal. Oui, et puis... En fait, j'étais complètement à côté de la vie. C'est pour ça que j'ai pas réalisé que j'étais enceinte. On est à côté de la vie quand on nous l'explique pas. Quand on est lâché comme ça, on est comme un animal à l'affût et qui sent le danger et qui agit par instinct. Mais quand on l'a pas sensibilisé sur quelque chose, il peut passer à côté. C'est comme un chat, par exemple, si vous lui donnez tout le temps des croquettes, le jour où vous lui tendez de la pâtée, ça va pas plus l'intéresser que ça. Par contre, celui qui connaît la différence va forcément aller là où c'est meilleur. Ben moi, c'est pareil. Être enceinte, je savais pas ce que c'était. J'avais fait la déduction, ayant été adoptée, que si j'avais pas eu de parents, je pouvais pas être parent moi-même. Donc vous n'aviez pas eu de mère.
Voilà, oui. Donc je pouvais pas être mère moi non plus. C'était une déduction, une des déductions que j'avais faites toute seule. Et il y avait rien de plus faux, évidemment. Si j'avais eu un dialogue avec des parents adoptifs, j'aurais pu comprendre certaines choses. Et c'est vrai que je suis passée à côté d'une grossesse. Par exemple, les premiers mouvements de l'enfant, je l'ai assimilé à de l'aérophagie. Donc, d'où le fort pouvoir des parents d'accompagner, vraiment c'est important, les enfants, de leur expliquer, de leur montrer le chemin, pas les couver, pas du tout, mais expliquer et accompagner, soutenir, épauler, c'est vraiment le rôle du parent. Parce qu'un enfant qui est laissé comme ça, lâché comme ça, il se crée son monde, il se crée ses vérités, il se crée ses épreuves, ses choix, et forcément il peut que se planter, hein. Alors vous avez été abandonné à 5 ans et vous abandonnez votre fille à 5 ans aussi, donc on se rend compte aussi qu'on est sans arrêt en train de reproduire les schémas familiaux. C'est écrit dans le livre, ça, c'est intéressant pour tous ceux qui vont lire votre livre. Vous m'avez dit que vous avez eu des retours sur le livre et qu'il y a des gens qui vous ont donné des retours extraordinaires. Oui, alors abandonner ma fille, je l'ai pas abandonnée physiquement, hein, je l'ai abandonnée dans le sens où j'étais plus fusionnelle, attachée. Comment on dit quand on touche les gens avec les gestes d'affection. À l'âge de 5 ans, je cessais les gestes d'affection envers mes enfants et c'était complètement inconscient. Jusqu'à 5 ans, je pouvais pas les lâcher. Je faisais même la cuisine avec eux dans mes bras. Je faisais tout, me brosser les dents, je pouvais pas les lâcher. Et vers l'âge de 5 ans, automatiquement, j'ouvrais les bras et je pouvais plus les retenir. Je pouvais plus les toucher, je pouvais plus les serrer contre moi. Oui, vous dites que vous lui avez lâché la main. Voilà, oui. Mais véritablement, je faisais la cuisine avec mes enfants. Mes conjoints me regardaient bizarrement, mais je les lâchais pas, hein. Je faisais la cuisine avec mes enfants, avec le porte-bébé, je pouvais pas les lâcher, hein. Pas une seconde. C'était vital pour moi d'avoir mes enfants sur moi jusqu'à l'âge de 5 ans. Jusqu'à l'âge où vous-même... Vous avez été lâché à 2 ans, hein. Oui. Il n'y a pas trop de souvenirs de ce qui s'est passé à l'orphelinat? Non. Non. Non, ni apparemment ce qui s'est passé chez la nourrice aussi, parce que j'ai eu l'occasion d'avoir la nourrice au téléphone qui était très perturbée de m'avoir et qui était très heureuse que j'avais oublié tout ce qui s'était passé avec son mari chez elle, mais elle a pas voulu m'en dire plus. Mais il y a pas mal d'éléments qui me laissent supposer que il y a eu des choses peu recommandables. D'ailleurs, dans le livre, on le voit, ça vous amène à gagner votre vie avec votre corps, oui, pour vous prouver à vous-même que vous valez quelque chose. On va pas trop parler de tout ça, mais après, ce qui m'a bien intéressé aussi, c'est que, en réfléchissant à votre mère, vous vous rendez compte à quel point vous comprenez le comportement de votre mère adoptive qui s'acharnait à vouloir voir sa propre mère à votre plus grande surprise, alors que celle-ci la chassait et vous chassez en même temps à grands cris, ne nous laissant pas l'approcher. Ça, je pense qu'il y a plein d'auditeurs, d'auditrices qui vivent ça, c'est-à-dire s'accrocher à une mère qui veut pas nous voir. Oui, c'est ça. Alors je comprenais pas ma mère qui faisait ça. J'avais honte pour elle même. J'osais jamais me présenter. Je disais non, je veux pas venir, je veux pas venir. Mais en fait, je faisais exactement la même chose, moi. Tout ce que maman, je supposais, attendait de moi, je le faisais. Donc je me suis mise à la broderie, je me suis mise au tricot, je me suis mise à la peinture, au dessin, tout ce qu'elle aimait. J'ai fait du piano, j'ai fait de la flûte traversière, tout ce qui apparemment allait la toucher, je l'ai fait. Je me suis forcée à le faire des années pour susciter l'intérêt chez elle. Donc je lui ai couru après aussi, jusqu'à son dernier souffle. Son dernier souffle et sa dernière phrase où elle vous a dit « N'oublie pas que tu m'as choisi, que tu nous as choisi ». Oui, tout à fait. C'est quand même très karmique, fort. Très karmique. Oui, oui, extrêmement fort. Je sais pas si elle avait, si. Je pense qu'elle savait la portée de ses paroles parce que avant de partir, elle avait fait déjà des allers-retours dans l'au-delà et revenait parce qu'elle parlait à des gens qui étaient déjà partis. J'avais vu son regard qui n'était plus habité par moments, puis d'un seul coup, il était de nouveau. On voyait que l'âme était de nouveau là, redonnait toute la vie en elle. Et je sais que elle a eu comme un chant du cygne. Elle a eu l'occasion de revenir une dernière fois avec toute sa lucidité pour dire au revoir à chacun avec les mots qui lui étaient appropriés. Et à moi, c'était cette phrase-là, mais la plus appropriée au monde. Comme dira